Bruit strident de connexion modem 56K qui se transforme en une nappe de synthétiseurs basse fréquence, sombre et oppressante. Quelques glicks digitaux trépitent dans le canal gauche, puis droit. Imaginez un instant. On est le 4 janvier 2012. Vous traînez sur 4chan. Oui, je sais, c'est déjà un début d'histoire un peu glauque en soi. C'est le tréfonds du web, l'endroit où les mèmes naissent et où la morale va souvent mourir. Et là, au milieu du chaos habituel, des trolls et des images douteuses, un post apparaît. Un simple carré noir avec du texte blanc. Pas n'importe quel texte, Sarah. C'était clinique, froid, presque chirurgical. Exactement. Le message disait « Bonjour, nous recherchons des individus hautement intelligents. Pour les trouver, nous avons conçu un test. » Il y a un message caché dans cette image. Trouvez-le et il vous mènera sur la voie pour nous trouver. Et la signature, qui allait devenir légendaire, 3301. C'est là que tout commence. C'est là que débute ce qu'on appelle aujourd'hui le Da Vinci Code d'Internet, ou Cicada 3301. Et franchement, Thomas, quand on regarde ça avec le recul, on a l'impression d'être dans un film de David Fincher, non ? Complètement, mais en version réelle et sans script. Ce qui est fascinant, c'est la réaction immédiate. 99% des gens ont scrollé, pensant à une blague ou un RJ, tu sais, ces jeux en réalité alternée pour la promo d'un film ou d'un jeu vidéo. Mais une poignée de geeks, de cryptographes amateurs et de hackers, eux, ils se sont arrêtés. Ils ont téléchargé l'image, ils l'ont ouverte non pas dans une visionneuse photo, mais dans un éditeur de texte. Et c'est là que ça devient dingue, parce que, pour le commun des mortels, une image, c'est une image. Mais pour ces types-là, ils ont trouvé une ligne de code cachée, un chiffrement de César. Le b.a.-ba de la crypto, c'est vrai. Le code de César, c'est juste décaler les lettres de l'alphabet. C'était presque décevant, trop facile. Une fois déchiffré, ça donnait une URL. Tout le monde s'est rué dessus en se disant « Ça y est, j'ai gagné, je suis l'élu ». Et là, la douche froide. L'image sur le site, c'était un canard. Un bête canard en plastique jaune avec écrit « Oups, juste des leurres par ici. On dirait que tu n'as pas réussi à deviner comment extraire le message. » C'était brillant. C'était le premier filtre. Cicada disait littéralement « Ne sois pas arrogant, ne sois pas superficiel ». Le vrai indice n'était pas le lien URL obtenu avec le code César. Il fallait utiliser la stéganographie. Attends, explique-nous ça rapidement. La stéganographie pour ceux qui n'ont pas un master en cybersécurité. En gros, c'est l'art de cacher une information dans une autre. Contrairement à la cryptographie qui rend le message illisible, la stéganographie rend le message invisible. Ils avaient modifié les bits de couleur de l'image originale de manière imperceptible à l'œil nu pour y cacher des données. Il fallait un logiciel spécifique comme Outguess pour l'extraire. Et une fois cet obstacle franchi, la chasse ne faisait que commencer. Ce qui me fascine, Thomas, c'est l'escalade. On part d'un forum de trolls et très vite, on se retrouve avec des références à la littérature cyberpunk, à la poésie de William Blake, à l'occultisme, et puis tout bascule dans le monde réel. C'est le moment charnière. Jusque-là, on pouvait penser à un hacker solitaire dans sa cave qui s'ennuie. Mais les indices ont mené à un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone aux États-Unis. Je l'ai noté quelque part, brut de papier froissé. Quand les gens appelaient, ils tombaient sur une voix robotique hyper angoissante qui disait « Très bien, vous avez bien fait. Il y a 3 nombres premiers associés à l'image originale. 3301 est l'un d'eux. Vous devez trouver les 2 autres. » C'est là que l'ambiance devient paranoïaque. On parle de mathématiques pures, de nombres premiers, de clés PGP, le niveau technique requis montait en flèche à chaque étape. Ce n'était plus un jeu, c'était un examen d'entrée. Et la réponse à cette énigme téléphonique a mené à un site web qui affichait un compte à rebours. Et quand le compte à rebours s'est terminé, le coup de théâtre. Une liste de coordonnées GPS. Pas 1 ou 2, Thomas. 14, répartis sur toute la planète. C'est l'argument principal contre la théorie du hacker solitaire. Varsovie, Paris, Séoul, Miami, Sydney, Hawaï. Imagine la scène, on est en plein hiver pour l'hémisphère nord. Des gens qui ne se connaissent pas sortent de chez eux, manteau relevé, smartphone à la main, pour aller vérifier ses coordonnées. À Paris, c'était dans le métro, je crois, ou sur un poteau électrique. C'était souvent des endroits urbains, discrets, des poteaux, des murs graffités. Et qu'est-ce qu'ils trouvaient ? Une simple feuille de papier blanche scotchée avec du ruban adhésif bon marché. Dessus, l'image de la cigale, cicada, et un QR code. C'est
Ça me donne des frissons. Ça veut dire qu'il y avait des agents sur place, physiquement. L'organisation avait des cellules dormantes ou des complices actifs dans toutes ces villes majeures simultanément. Ça demande une logistique, non? C'est là qu'on rentre dans les théories, Sarah. Et c'est là que ça devient un thriller intellectuel. Qui a les ressources pour faire ça? Et surtout, pourquoi? Alors, lançons les paris. La première théorie qui vient à l'esprit de tout le monde. La NSA, la CIA, le MI6, le recrutement gouvernemental? C'est la théorie la plus logique, mais paradoxalement la plus contestée par les experts. Regarde comment la NSA recrute. Ils vont dans les universités, ils font des concours de code, oui, mais ils ont besoin de profils qui passent des habilitations de sécurité, des security clearance. Ils ne recrutent pas des anarchistes anonymes sur 4chan qui détestent l'autorité. C'est vrai. L'idéologie de Cicada, telle qu'on la découvre dans leurs énigmes suivantes, semble très libertaire, non? Très axée sur la protection de la vie privée, l'anonymat, la cryptographie comme arme contre la surveillance. C'est l'anti-NSA en fait. Exactement. D'où la deuxième théorie, un groupe de cybermercenaires ou une banque globale. Certains ont parlé de groupes financiers qui cherchent des quants, ces génies des mathématiques pour créer des algorithmes de trading haute fréquence. Ouais, je ne vois pas Goldman Sachs poster des poèmes sur la mort du roi Arthur ou utiliser des références à l'ésotérisme médiéval pour recruter un trader. Il y a une dimension presque religieuse ou philosophique. Tu mets le doigt dessus, secte mathématique. C'est un terme qui revient souvent. Ils ont fini par publier un livre, le Liber Primus, un manuscrit de 58 pages écrit en runes, des runes inventées par eux. À ce jour, Sarah, une grande partie de ce livre n'a toujours pas été déchiffrée. C'est dingue quand on y pense. Le livre est là, disponible sur le net, et les meilleurs cerveaux de la planète butent dessus depuis plus de 10 ans. Mais revenons à 2012. La chasse se termine. Après les QR codes, une poignée de finalistes reçoit un message privé. Et puis, silence radio. Le grand vide. Cicada a posté un dernier message public. Nous avons trouvé les individus que nous cherchions. Ainsi se termine notre long voyage. Au revoir. C'est frustrant. On veut savoir. On sait ce qui est arrivé aux gagnants? On a eu des fuites, très peu, mais crédibles. Un certain Joel Eriksson, un cryptographe suédois, est arrivé jusqu'à la fin, mais trop tard. Le serveur était fermé. Par contre, un adolescent américain, Marcus Warner, affirme avoir gagné. Et il a été embauché par la CIA? Il a rejoint les Illuminati? Pas tout à fait. Selon lui, il a été invité sur un serveur du Dark Web. Là, il y avait d'autres gagnants. Ils ont reçu pour instruction de collaborer sur un projet appelé CAKES. L'idée était de créer un logiciel de protection de la vie privée, un outil pour protéger les lanceurs d'alerte. Donc des activistes. C'est ce que ça suggère. Mais le groupe s'est apparemment dissolu ou alors Warner a été écarté. Ce qui reste mystérieux, c'est l'organisation elle-même. Si c'était juste un groupe de hackers bénévoles, comment ont-ils coordonné les affiches physiques à Varsovie et Séoul? Ça implique des billets d'avion ou un réseau mondial préexistant. Et c'est ça qui est effrayant. Ça veut dire qu'il existe peut-être en parallèle de notre monde une sorte d'élite intellectuelle souterraine, des gens qui communiquent via des canaux qu'on ne peut même pas imaginer, qui partagent une philosophie radicale sur l'information. Tu sais, Sarah, il y a une citation dans une de leurs énigmes qui résume tout. « Je suis la voix qui crie dans le désert ». Cicada 3301 n'est peut-être pas une organisation qui cherche à dominer le monde, mais à la fuir, ou à construire une arche de Noé digitale avant que la surveillance de masse ne détruise tout. C'est une belle image, une arche de Noé pour les paranoïaques brillants. Mais Thomas, il y a eu des rondes en 2013, en 2014, et depuis? Depuis, le silence. Il y a eu beaucoup d'imitateurs, des faux. Mais la signature cryptographique PGP originale, la seule preuve d'identité valide, n'a plus jamais été utilisée pour lancer une nouvelle chasse. Ils sont partis. Ou alors, ils ont trouvé suffisamment de soldats pour leur guerre invisible et ils n'ont plus besoin de recruter. C'est la possibilité la plus inquiétante. J'ai une dernière question, Thomas, avant qu'on rende l'antenne. Si demain, une nouvelle image apparaît, avec la vraie signature, tu tentes ta chance? Je tiens à ma santé, Sarah. Je te laisse le soin de scanner les QR codes dans les ruelles sombres. Mais je suivrai ça de près. Cicada 3301 restera sans doute l'un des plus grands mystères du début du XXIe siècle. Une anomalie dans la matrice. Un rappel qu'Internet, malgré Google et Facebook, garde encore des zones d'ombre impénétrables. Merci Thomas d'avoir plongé dans ce terrier du lapin blanc avec moi. Merci à toi. Et n'oubliez pas, vérifiez les métadonnées de vos images. C'était Podcaster Pro, restez curieux, restez vigilants. Le son de nappe basse remonte, un dernier glitch violent, puis coupure nette comme une télévision qu'on éteint.